19h45, la Barre Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 9 août 2023. Une délégation de la CEDEAO sera à Niamey demain jeudi afin de rencontrer les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP pour une médiation. Quelles sont les attentes des citoyens nigériens par rapport à cette mission de la CEDEAO, suivant les réactions? Suite au coup d'État militaire intervenu au Niger le 26 juillet 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a tenu le 30 juillet 2023 une session extraordinaire sur la... Primo, la CEDEAO s'est condamnée elle-même parce qu'en voulant vraiment négocier avec quelqu'un, on ne ferme pas toutes les portes parce qu'ils nous ont bombardés avec tout ce qu'il y a comme sanctions. Alors moi... Suite au coup d'État militaire intervenu au Niger le 26 juillet 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a tenu le 30 juillet 2023 une session extraordinaire sur la question à Abuja, République fédérale du Nigeria. Au terme de ces travaux, la conférence des présidents a décidé d'imposer des sanctions extrêmement sévères et de tout ordre à notre pays pour contraindre les auteurs du coup d'État à rétablir l'ordre constitutionnel et à restaurer le président Bazoum Mohamed dans ses fonctions. De par leur immédiateté, leur ampleur et leur effet, ces sanctions sont inédites dans l'histoire de notre organisation commune et au niveau de notre continent. En effet, elles sont de notre point de vue insupportables, inefficaces et inappropriées et auront des conséquences catastrophiques inimaginables sur le Niger et surtout sur ses laborieuses populations déjà durement éprouvées. Sur tout un autre plan, ces sanctions ne peuvent être fondées au regard de notre droit communautaire et encore moins au regard du droit international. Nous sommes encore plus préoccupés par l'avenir de notre pays et de son peuple dans la mesure où ces sanctions sont assorties d'une menace d'intervention militaire. C'est pourquoi, devant cette montée imminente des périls pour notre pays et pour la sous-région, nous, signataires de la présente, vous demandons la levée des sanctions contre le peuple nigérien et d'user des voies diplomatiques et politiques pour trouver avec l'armée des solutions pacifiques et constructives à cette grave crise que vit notre pays. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. Vous l'avez corrigé de vous-même, c'était là tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les anciens premiers ministres du Niger qui ont adressé une correspondance conjointement signée au président en exercice de la CEDEAO, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Dans cette lettre datée du 8 août 2023, ces anciens dignitaires attirent l'attention de la CEDEAO de la gravité des sanctions prises contre le Niger. C'était la teneur de cette lettre avec Nafissatou Yahaya. Je le disais en début de cette édition, une délégation de la CEDEAO sera à Niamey demain, jeudi, afin de rencontrer les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP pour une médiation. Quelles sont les attentes des citoyens nigériens par rapport à cette mission de la CEDEAO, suivant les réactions? Primo, la CEDEAO s'est condamnée elle-même parce qu'en voulant vraiment négocier avec quelqu'un, on ne ferme pas toutes les portes parce qu'ils nous ont bombardés avec tout ce qu'il y a comme sanctions. Alors moi, je vois qu'ils n'ont rien à faire ici. Dans tous les cas, l'armée doit prendre ses responsabilités tout en leur bloquant encore comme ils l'ont fait avant-hier, ne pas les écouter et continuer à nommer leur gouvernement. On attend beaucoup d'eux. Donc la CEDEAO n'a rien à faire. S'ils veulent négocier, qu'ils nous lèvent les sanctions et revenir sur la table de négociation s'ils veulent négocier. Je pense que la CEDEAO revient à des meilleurs sentiments. Parce que c'est ça qu'il devrait faire bien avant de prendre les sanctions. Parce que vous ne pouvez pas venir
accuser quelqu'un sans l'avoir écouté. Mais peut-être, vous savez, c'est la passion qui a gouverné. Et déjà, ça sent, par exemple, une pression externe, en fait. Parce que ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, je pense que même Sankara l'avait dénoncé en son temps. Je pense que c'était en 1984. Lorsqu'il avait dénoncé, par exemple, les agissements de cette même CEDEAO, qui dit qu'elle est en train d'être manipulée par surtout la France. Je pense que c'est ça qui devrait être fait. Je pense qu'on ne peut pas les suivre dans leur logique guerrière. Il faut les écouter. De tout compte fait, la souveraineté n'est pas négociable. On ne peut pas négocier notre souveraineté. Voilà, en fin de compte, voilà ce qu'on... De tout compte fait, on va essayer. On va attendre la vie constitutionnelle normale, comme on dit. La 7e République, elle est morte. Et elle ne peut pas la ressusciter, comme on dit. Elle ne peut pas renaître. Et je pense qu'il faut peut-être venir à des meilleurs sentiments, négocier et trouver ce qui est bon pour le peuple nigérien. Pour la délégation de la CEDEAO, ils n'ont qu'à aller doucement et ils n'ont qu'à chercher justement un terrain d'entente. La population en a marre, ça va comme ça, ça va comme ça. C'est un espèce de continuer dans leur œuvre. Il ne faut pas qu'ils cèdent à n'importe quoi. La CEDEAO ne doit pas se mêler quand même des trucs internes. Le Niger, au moment où il y avait eu des attaques, au moment où il y avait eu des discriminations, au moment où il y avait eu tout cela, la CEDEAO ne venait pas. Aujourd'hui, ils vont venir nous imposer certaines choses quand même. Nous sommes matures, nous sommes responsables. Nous avons tous nos richesses minéraux pour pouvoir faire face à la réalité, quoi. Vraiment, la CEDEAO, s'ils viennent négocier positivement, ils seront la bienvenue. Si c'est pour nous tirer ou nous tirer, là vraiment, on leur souhaite vraiment bon vent. La collaboration entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'a pas laissé indifférent l'acteur de la société civile, Mahaman Bachar, qui a réagi en ces termes. C'est que cette institution-là prend ces mesures-là pour dit-elle, rétablir la démocratie, alors que par elle-même, elle viole non seulement son protocole, elle viole ses textes et elle contrevient même à son objet et à ses objectifs. Ces objectifs étaient l'intégration économique donc des populations de l'espace donc ouest-africain. Et en fermant les frontières, il contrevient par elle-même donc à cet objectif-là qui est celui de l'intégration. Heureusement, le soutien de nos frères burkinabés, maliens, guinéens, algériens nous réconforte à plus d'un titre. Même le Tchad, qui est de la CEMAC, a refusé de fermer ses frontières parce qu'il sait que les enjeux, j'allais dire même les conséquences de part et d'autre seront désastreuses. C'est eux-mêmes, dans tous les statistiques, notamment du programme des Nations Unies pour le développement, qui présentent le Niger comme étant le pays le plus pauvre. On dit même de la planète. Donc le pays le plus pauvre de la planète, c'est à sa population qu'on va donc imposer des mesures uniques qui vont encore le pousser dans la pauvreté. Je pense que ce n'est pas du tout réfléchi, ce n'est pas du tout légal et ce n'est pas du tout humain. La situation de sécuritaire autour des zones de 3 frontières va continuer à s'améliorer parce qu'il y avait des forts soupçons, et d'ailleurs concordants, qui font sentir que ces terroristes-là bénéficieraient d'un appui certain de la métropole. Ici, j'ai fait allusion principalement à la France, qui serait la pourvoyeuse de l'ensemble de leur logistique et de leurs conseils et pratiquement qui téléguide pratiquement les opérations. Ça a été rapporté par plusieurs systèmes de renseignement et les gens
vu les incohérences qu'on voit entre donc les agissements des terroristes et les interventions des forces armées, on conclut qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas cohérentes et qui faisaient sentir que les troupes étrangères qui étaient venues s'implanter dans notre pays n'étaient pas des troupes qui étaient là pour nous appuyer, pour lutter contre le terrorisme. Ils avaient un autre agenda, et cet agenda-là, c'est pour perpétuer la domination sur notre peuple et pouvoir exploiter nos ressources à leur guise. Et donc, c'est là, naturellement, c'est ma conviction, va s'arrêter et vous allez voir le terrorisme tel qu'on l'a inventé et on nous l'a imposé va disparaître de lui-même. Tous ces frères qui semblent égarés et continuer dans cet égarement-là en pensant que le terrorisme aura un avenir, ils sont en train de se perdre. Et c'est le temps pour eux de vraiment faire la reddition pour rendre les armes et revenir dans la vie normale pour qu'ils puissent avoir leur vie épargnée. Parce qu'en insistant là-dessus, aujourd'hui, ils n'auront plus de refuge, puisqu'ils ont le Burkina d'un côté, le Mali d'un côté et le Niger de l'autre. Donc, c'est les trois pays qui ont les trois frontières qui vont pouvoir faire une action conjuguée et concertée, cohérente, qui va en tout cas les faire disparaître. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 9 août 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a dénoncé le comportement de la France qui a violé la décision d'interdiction d'utilisation de l'espace aérien nigérien. Dans son communiqué, le CNSP a encore appelé les Nigériens à continuer la mobilisation autour du CNSP. Le communiqué avec le colonel-major Amadou Abdraman. Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir d'une façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des trois frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action.
de créer un sentiment d'insécurité généralisée en tout état de cause. Le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Le mouvement pour une conscience patriotique projette un meeting géant demain du août au rond-point Arbre de la Liberté pour dénoncer la frappe aérienne française opérée ce jour sur le territoire nigérien. Cette manifestation vise à clamer à la face du monde l'indépendance et la liberté du peuple nigérien. Soumela Ali Hamani du Max, le président de ce mouvement. Nous appelons la population de Niamey et aux environs. L'heure est grave. Maintenant, on viole notre espace aérien. On fait libérer des prisonniers, des voyous qu'ils appellent terroristes, sans que nous, notre identité nationale qui est le CNSP, ne le sache. Nous appelons la population de Niamey et aux environs pour un rassemblement géant au rang pour liberté, qui est déjà notre symbole de la liberté. Dire non à ces manœuvres-là, dire non aux valets locaux, dire non aux valets de la France. La CEDEAO ne peut pas nous indiquer notre ligne de conduite. On est bien comme on est. Venez, population de Niamey, on va leur dire la vérité. Le Niger libre et prospère. On est un peu plus unis. Venez au rang pour liberté demain à 8h. Nous allons dire ce qu'on a à dire à ces valets locaux-là et à ces éminemment peuples. Vive le Niger. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDC. L'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet 2023, a été le moteur d'un véritable départ du réveil de la fibre patriotique, de l'affirmation de la dignité du peuple, d'un élan de solidarité exceptionnel et surtout d'un fort engagement citoyen pour la défense des intérêts supérieurs de la nation, en réponse à tous les agissements contraires et de nature à désorienter les nouvelles autorités de leur noble trajectoire pour le bonheur de tous. Suivant ainsi avec attention les sanctions et menaces contre le Niger, particulièrement par l'IOMOA et la CEDEAO, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDC, reste sereine quant à la capacité de la résilience des citoyens et à la vision protectrice des nouvelles autorités pour une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes des populations. C'est pourquoi l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDC, demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'adopter dans l'urgence des mesures d'atténuation relatives à certains éléments essentiels constitutifs du coût de la vie comme l'essence, le gasoil, l'eau et l'électricité, afin de témoigner au peuple toute sa reconnaissance pour le soutien permanent et bénéficier davantage sa grande confiance indispensable à la mise en œuvre des grandes lignes de leur agenda. Enfin, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDC, encourage le Conseil national de la sauvegarde pour la patrie à demeurer stoïque face à toute menace, d'où qu'elle vienne, et à doubler de vigilance dans la mise en œuvre de toute action au grand bonheur de la nation toute entière. Vive le Niger,
pays des hommes responsables. Fait à Niamey le 9 août 2023, Moussoumi Malan Sita, président ANDC. Voilà notre rendez-vous hebdomadaire à présent. La chronique juridique, elle porte sur le principe du droit international humanitaire, un terme développé par le juriste Emmanuel Alfred. Il est également président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. Le droit international humanitaire dans le cadre de la conduite des hostilités impose un certain nombre d'obligations aux belligérants, aux parties en conflit. Parce que, si vous vous rappelez, dans le cadre des émissions précédentes, j'avais expliqué que, à défaut d'interdire la guerre, eh bien, le droit international humanitaire intervient pour réglementer la guerre. Comment est-ce que les conflits doivent se dérouler? Et dans le cadre de la conduite des hostilités, quels sont les biens que les belligérants peuvent toucher? Quels sont les biens qu'ils ne peuvent pas toucher? Quels sont les civils? En fait, quelle est, si vous voulez, la protection que le droit international humanitaire accorde aux civils? Puisque c'est là même la question. Le droit international humanitaire met au cœur de ces actions la protection des civils. Donc, c'est ce qui justifie d'ailleurs la définition même du droit international humanitaire, qui est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, vise à limiter le choix des moyens et méthodes de guerre. Pourquoi? Pour éviter les conséquences dramatiques et désastreuses des conflits armés, d'une part, et d'autre part, pour protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux conflits armés. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ces règles. Donc dans le cadre de la conduite des hostilités, nous allons voir 3 règles fondamentales. La première règle est ce qu'on appelle le principe de distinction. La deuxième règle, c'est le principe de proportionnalité. Et la troisième règle, c'est le principe de précaution. Donc, distinction, proportionnalité et précaution. Les règles fondamentales régissant de manière générale la conduite des hostilités imposent aux belligérants de faire la distinction avant de mener la guerre, ou bien avant de lancer une attaque. Les règles du droit international humanitaire leur imposent obligatoirement de faire la distinction entre combattants et non combattants, entre civils, entre biens ou objectifs militaires et biens civils. Parce que dans le cadre de la conduite des hostilités, il y a ce qu'on appelle les objectifs militaires. Un objectif militaire, c'est un bien qui déjà, par sa nature, apporte un avantage militaire aux belligérants. C'est-à-dire si maintenant la destruction d'un engin me permet de remporter la guerre, donc cet engin-là est considéré comme un objectif militaire. Mais il faudrait bien sûr que ce bien participe à la guerre. Quand c'est un bien civil, eh bien, vous voyez qu'il est interdit d'attaquer ce bien parce qu'il n'est pas un objectif militaire. Donc, les règles de base de la distinction exigent que les parties à un conflit distinguent en tout temps les personnes et les biens civils d'une part, les combattants et les objectifs militaires d'autre part. Ça, c'est une obligation qui est faite aux belligérants. La distinction également interdit les attaques indiscriminées. Là, les parties au conflit doivent distinguer sur le théâtre de hostilité. D'ailleurs, même doivent éloigner, chercher en tout point à éloigner les civils et les biens civils des zones de guerre et des zones de combat. Tout simplement pour protéger ces biens. Quand je prends par exemple la question de la protection des biens et des personnes en période de conflit, les lieux de culte, les mosquées, les églises, les écoles, les hôpitaux sont des biens à caractère civil. Donc vous voyez que les belligérants ont l'obligation de protéger ces biens. En aucune manière ils ne peuvent s'en prendre à ces biens parce que ce ne sont pas des objectifs militaires. Mais attention, il y a des cas dans lesquels souvent, soit dans le cas de la perfidie, de la perfidie ou bien dans d'autres situations, ces biens civils peuvent être utilisés à des fins militaires. Et là, attention, quand ces biens sont utilisés de cette manière,
ils perdent leur vocation de bien civil. Ils deviennent ici des cibles et des objectifs militaires. Imaginez quand un hôpital abrite des combattants armés. Cet hôpital peut être l'objet d'attaques par les belligérants. Quand une école abrite des forces armées et que c'est de là que se mènent les opérations, vous voyez que là, cette école-là perd. Mais attention, là également, les partis au conflit ont l'obligation en tout temps de faire la distinction. Ils ont l'obligation de faire des sommations afin de procéder aux attaques. Maintenant, nous venons au second principe, qui est le principe de proportionnalité. Donc, après le principe de distinction qui s'impose aux belligérants, là également, les attaques dirigées contre des combattants ou des objectifs militaires doivent respecter la règle de proportionnalité. Ce qui signifie qu'il est interdit de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes dans vies humaines. C'est-à-dire que, ici, les belligérants, dans le cadre de la conduite des hostilités, doivent évaluer l'ampleur des dégâts que peuvent causer l'attaque. Si, par exemple, pour tuer, ou bien pour, par exemple, s'en prendre dans le cadre de la guerre, bien sûr, pour pouvoir s'attaquer, ou bien pour atteindre, éliminer, ou bien neutraliser deux ennemis, vous utilisez une si grande force qui va causer des dommages au-delà de ce qui est souhaité, au-delà de votre objectif de neutralisation de deux combattants. Vous voyez que là, le principe de proportionnalité n'est pas respecté. Donc, la proportionnalité oblige les combattants et les belligérants à évaluer l'ampleur des dégâts afin de minimiser les conséquences et les incidences sur les biens civils, etc. C'est vrai, souvent dans le cadre de la conduite des hostilités, ça arrive qu'on déborde. Ça arrive souvent qu'il y ait des dommages collatéraux. Ça arrive souvent. Mais la proportionnalité impose et exige aux belligérants de tout faire, de prendre toutes les dispositions afin de minimiser au plus bas de l'échelle possible les conséquences sur les populations et les biens civils. Maintenant, enfin, le principe de précaution. En fait, si vous voulez, il est lié quelque part aux deux premiers principes. La précaution ici impose aux partis, effectivement, parce que ce qui est toujours au centre, c'est la protection des populations civiles. Si on me demande, ou bien on a comme obligation de prendre toutes les mesures de précaution, ça veut dire que c'est pour limiter au maximum possible l'atteinte à la vie des populations civiles. C'est-à-dire la précaution oblige ici les parties à s'efforcer lorsqu'elles mènent des opérations militaires d'épargner des personnes civiles et les biens de caractère civil. La partie qui lance une attaque doit faire ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires. Elle doit choisir les moyens et les méthodes d'attaque qui évitent en tout cas ou qui réduisent au minimum les dommages incidents aux personnes civiles. C'est une précaution au maximum afin de préserver la vie des populations. C'est d'ailleurs même pourquoi aujourd'hui les zones de combat doivent être dégagées, doivent être éloignées des biens civils. Les forces dangereuses et tous les engins explosifs, etc., les engins de guerre doivent être éloignés des biens civils, doivent être éloignés afin de garantir la protection que le droit international humanitaire réserve aux personnes. Donc, vous voyez que ce sont des questions extrêmement complexes. Et le droit international humanitaire, à travers les 4 conventions de Genève et leurs 3 protocoles additionnels, invite les belligérants en tout temps et en toutes circonstances à prendre en compte ces 3 questions. Le principe de distinction, le principe de proportionnalité et le principe de précaution afin de garantir la vie aux populations civiles et de préserver également la quintessence des biens de nature civile qui ne sont pas des objectifs militaires. D'ailleurs même un combattant, dès l'instant où le combattant dépose les armes, dès l'instant où le combattant cesse de prendre parti à la guerre, le droit international humanitaire lui accorde une protection. Voyez? Donc il ne doit pas être l'objet d'attaque. Donc je pense que voilà ce que nous pouvons retenir sur les principes fondamentaux du droit international humanitaire dans le cadre de la conduite des hostilités.